Je voudrais d'abord remercier les organisateurs et le comité scientifique de m'avoir invité à ce séminaire de l'enfant. Un séminaire très intéressant sur la prise en charge néonatale des cardiopathies congénitales. Et on me demande de parler des tendances actuelles et des actualités. Donc les cardiopathies congénitales, tout le monde sait maintenant que c'est 8 pour 1000 naissances. Et les naissances sont associées dans 30% des cas à des malformations, dans 15% des cas à des anomalies génétiques. Et dans la période néonatale, ce qui est intéressant, c'est que 25% des nouveau-nés, nés avec une cardiopathie congénitale, vont avoir besoin d'un traitement interventionnel, percutané ou chirurgical, dans les 12 premiers mois. Il faut aussi savoir que la survie des nouveau-nés et des cardiopathies congénitales a énormément évolué pendant les 60 dernières années, en passant de 25% dans les années 50 à plus de 90% actuellement. Ça, c'est un chiffre de 2010. Si on regarde maintenant l'épidémiologie d'une étude française, EpiCard, qui a concerné l'épidémiologie des cardiopathies congénitales de la région de Paris et Île-de-France, on voit que la mortalité infantile, la première semaine de vie, dans toute cardiopathie congénitale, toute confondue, est de 2,1%. Et cette mortalité est très importante pour les cardiopathies univentriculaires, puisqu'elle est de 41% pour les VU. Et dans ces cardiopathies univentriculaires, la moitié ont bénéficié d'une chirurgie ou d'un traitement percutané les 3 premiers mois. Et parmi ceux qui n'ont pas bénéficié de traitement, on a 90% de mortalité, ce qui est quand même énorme. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le traitement des cardiopathie congénitales a beaucoup évolué ces 60 dernières années, grâce à l'évolution des traitements, surtout, je pense à la prostine, grâce à l'évolution des traitements percutanés, des traitements chirurgicaux, de l'anesthésie, de la réanimation, et essentiellement également avec l'apport du diagnostic prénatal. Et donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment améliorer surtout les late outcomes, donc les résultats à long terme d'un point de vue neurodéveloppement de l'enfant et qualité de vie. Donc bien sûr, un nouveau-né passe d'une circulation fétale où il n'y a quasiment pas de circulation dans les poumons, quasiment pas de retour veineux pulmonaire, à une circulation en série où les 2 chantres principaux, interauriculaires et par le canal artériel, se ferment. Ce qu'il faut aussi savoir dans la particularité du système cardiovasculaire néonatal, c'est que les nouveau-nés sont beaucoup plus fragiles. Ils sont beaucoup plus fragiles parce qu'ils ont un myocarde qui est beaucoup moins compliant, qui est moins contractile. Ils ont un ratio de protéines contractiles qui est moins important que chez l'adulte. Ils ont une prédominance bêta-adrénergique et du coup, pour augmenter le débit cardiaque, ils augmentent leur fréquence cardiaque beaucoup plus qu'un enfant de plus de 3 mois. Ils ont bien sûr des résistances pulmonaires vasculaires qui sont augmentées la première semaine, même voire le premier mois, et qui baissent progressivement. Et du coup, ça en fait une population qui est beaucoup plus à risque d'infection, beaucoup plus à risque de mortalité, beaucoup plus à risque de morbidité, de complications neurologiques et de durée de séjour en réanimation beaucoup plus prolongée qu'une population plus âgée. Alors, pour le management néonatal des cardiopathies congénitales, il y a 4 grandes étapes. Il y a d'abord l'amélioration du diagnostic prénatal, qu'on va voir dans les premières slides. On a l'amélioration de l'accouchement, du mode d'accouchement, de l'endroit de l'accouchement de ces femmes enceintes. Il y a l'amélioration du screening postnatal et du dépistage postnatal des cardiopathies congénitales. Et enfin, le management néonatal qu'on connaît maintenant depuis quelques années. Tout ça a pour but de diminuer la mortalité et la morbidité et surtout d'assurer un meilleur développement neurologique, un neurodéveloppement dans les années futures. Pourquoi le prénatal diagnostic? Parce que finalement, c'est le grand bond ces dernières années pour la prise en charge néonatale des cardiopathies congénitales, puisqu'il y a des études maintenant princeps qui sont tout le temps remontrées à tous les congrès. Je parle de l'étude de Damien Bonnet de 1999 qui montre qu'un dépistage prénatal de la transposition des gros vaisseaux va améliorer la mortalité et la morbidité néonatale avec une différence significative entre le groupe prénatal et postnatal diagnostic de cette transposition des gros vaisseaux.
Donc prévenir pour mieux soigner, c'est très important dans la prise en charge néonatale de cette cardiopathie. L'autre papier également princeps dans le diagnostic prénatal, c'est le papier de Franklin de 2002 dans Heart, qui montre que le diagnostic prénatal d'une asymétrie ventriculo-artérielle pour la coartation améliore énormément le management et la prise en charge néonatale de la coartation aortique, puisqu'on a 22 coartations diagnostiquées en postnatal, on a quand même sur 22 coartations 10 défaillances cardiaques et 3 décès, et sur 16 coartations diagnostiquées en anténatal, on a 0 décès et 0 défaillance. Donc la différence, elle est claire et nette. Et donc, le diagnostic anténatal actuellement en France, il est d'à peu près 40% pour toute cardiopathie confondue. On tend quand même beaucoup à s'améliorer. Ça, c'est une étude qui date de 2012. Et pour les cœurs univentriculaires, ce diagnostic anténatal maintenant atteint plus de 90%. Et donc, quand on fait un diagnostic prénatal des cardiopathies congénitales, on doit répondre aux questions qui sont affichées ici. C'est est-ce que la survie va dépendre de la persistance d'un canal artériel? Est-ce que la survie va dépendre d'une chirurgie précoce ou d'une intervention précoce? Est-ce que la survie va dépendre d'une unité spécialisée tout de suite après la naissance? Et est-ce que la chirurgie et l'enfant va avoir besoin d'une chirurgie qui va être programmée les premiers jours après la naissance? Et si on répond à toutes ces questions oui, il est légitime d'organiser ce qu'on appelle un transfert in utero, c'est-à-dire de transférer la dame dans une unité et une maternité de niveau 3 avec un service de cardiologie pédiatrique, interventionnelle et de chirurgie présent sur le plateau. Et donc, ce prénatal diagnostic va nous permettre de stratifier les femmes en 3 grands groupes. Un groupe de haut risque, je pense à la transposition des gros vaisseaux et au retour veineux pulmonaire anormal total, mais également à l'Epstein avec atrésie pulmonaire fonctionnelle et également maintenant à l'hypo-VG avec FOP restrictif. Le groupe moyen à élevé qui va permettre de déterminer toutes les cardiopathies qui sont ductodépendantes, les obstacles gauches, les obstacles droits. Et puis les cardiopathies à faible risque, les CAV, les CIV, les RVPA partiels, pour lesquels le diagnostic prénatal va pouvoir être rassurant pour la maman. Et puis une fois qu'on a déterminé ces 3 grands groupes, on va dire le premier groupe va naître en maternité de niveau 3, avec une prise en charge cardiopédiatrique en salle de naissance immédiate. Le deuxième groupe, il faut transférer l'enfant dans un service de cardiologie pédiatrique rapidement ou faire naître l'enfant dans le service adéquat. Et puis à faible risque, où on peut se permettre de naître dans une maternité de proximité. Donc ce prénatal diagnostic va permettre d'organiser une chaîne. Le centre de dépistage, la maternité de niveau 3, l'unité de cardiologie pédiatrique, pour pouvoir avoir la prise en charge médicale rapide, la chirurgie ou l'interventionnelle. Deuxième grande partie de l'amélioration de la prise en charge néonatale des cardiopathies congénitales, ça va être l'accouchement. Où faut-il accoucher? Donc là, on a déjà répondu. Il faut accoucher, de préférence quand on a une cardiopathie à haut risque et ductodépendante, dans un centre où il y a de la cardiologie congénitale, en chirurgie et en cathétérisme cardiaque. Quand est-ce qu'il faut accoucher? Maintenant, on sait par les différentes études qu'on a une très grande mortalité et une durée de séjour en post-opératoire qui est très élevée si les bébés naissent avant 39 semaines d'aménorrhée. On sait également que les bébés avec cardiopathie congénitale vont avoir une maturation cérébrale qui n'est pas la même à la naissance, même s'ils naissent à terme, qu'un bébé sans cardiopathie congénitale. Et donc, il est préférable de faire naître la dame le plus proche de la naissance, le plus proche du terme. Et puis la troisième grande question, c'est comment faire accoucher ces dames. Maintenant, on sait qu'il n'y a pas de différence entre l'accouchement par voie basse ou l'accouchement par césarienne, en sachant que quand même l'accouchement par césarienne va avoir toutes les complications liées à la césarienne. Mais il ne va pas y avoir de complications pour la cardiopathie congénitale ni la prise en charge de la cardiopathie congénitale. Troisième grande partie, c'est le dépistage postnatal des cardiopathie congénitale. Donc bien sûr, il ne faut rien rater à la naissance et éviter de rater les cardiopathie ductodépendantes à l'examen de clinique de sortie, qui reste la meilleure chose à faire pour éviter de passer à côté d'une cardiopathie congénitale. Il ne faut pas oublier que le souffle, on ne l'entend pas forcément dans les cardiopathie congénitales à la naissance, puisque les résistances vasculaires pulmonaires déjà diminuent quelques jours après, et puis dans les ventricules uniques, on n'a pas forcément de souffle. Les poux fémoraux, bien évidemment, en tout cas, ça, c'est l'examen clinique que vous connaissez très bien.
Et puis l'autre grande nouveauté, on va dire, des 15 dernières années, c'est l'oxymétrie au doigt de tous les bébés qui naissent. Alors en France, ça n'est pas appliqué, en tout cas pas de manière générale, et ça n'est pas dans les recommandations encore de façon claire, mais les Américains utilisent maintenant l'oxymétrie pour examiner tout bébé qui naît, pour éviter de rater toutes les cardiopathies congénitales et les cardiopathies ductodépendantes. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on en loupe et que la mortalité est très importante, surtout la première semaine de vie. Et donc ce diagnostic postnatal par l'oxymétrie au doigt, ici en gris clair, vous voyez tout ce que le prénatal fait comme diagnostic. En gris foncé, ce que le postnatal screening en examen clinique fait comme diagnostic. En vert, on voit tout ce que l'oxymétrie apporte comme gap de diagnostic, et finalement il ne reste qu'une toute petite portion de cardiopathies qui ne sont pas diagnostiquées par l'oxymétrie systématique des nouveau-nés en maternité. Et donc les Américains, ils ont proposé un algorithme pour la mesure de la saturation. Merci. Ils ont proposé un algorithme pour la mesuration, pour la mesure de la saturométrie, pour la saturo à la naissance. Et donc, on prend la SAT au doigt, au membre supérieur droit et au membre inférieur, au-delà des 24 premières heures de vie chez l'enfant. Si la saturation est inférieure à 90%, c'est un test positif. On va aller vers l'exploration de cet enfant et vers une échographie cardiaque. Si la saturation est inférieure à 95% ou qu'il y a une différence entre le membre supérieur et le membre inférieur de plus de 3%, on va réexaminer l'enfant et on répétera le test 24 heures après. Si la saturation baisse, là, on va demander une échographie cardiaque de dépistage. Et par contre, on sera rassuré si la saturation est au-delà de 95% au membre supérieur et au membre inférieur, avec une différence entre le membre supérieur et le membre inférieur qui est moins de 4%. Et dans ce cas, c'est un test négatif. Le bébé va pouvoir rentrer à la maison en étant rassuré. Quatrième grande partie, c'est le postnatal management des cardiopathies des cardiopathies congénitales. Les grands principes, c'est qu'il ne faut pas retarder la prise en charge, il faut rapidement évaluer la ductodépendance, il faut bien sûr transférer dans les services spécialisés et rapidement décider de l'avenir de l'enfant. Est-ce qu'il y a vraiment des nouveautés dans le traitement ? Il n'y en a aucune. Le seul traitement, c'est les prostaglandines. C'est la révolution pour la prise en charge néonatale des cardiopathies congénitales. On ne peut pas parler de prise en charge néonatale. Je vous rappelle, prise en charge néonatale, c'est le premier mois sans avoir de prostaglandines à disposition pour gérer ces enfants. Il faut aussi savoir que la prostaglandine, ça se donne en perfusion continue, qu'elle a quand même des complications et qu'il faut la donner aux doses les plus inférieures possibles pour éviter les complications. Comment est-ce qu'il faut nourrir ces enfants en préopératoire d'une cardiopathie congénitale ? Les études, il y a énormément de controverses, les études ne sont pas claires. Tout ce qu'on sait, c'est que si les enfants sont hémodynamiquement stables, il ne faut pas retarder la mise au sein ou le démarrage de l'alimentation entérale. Et également, en post-opératoire, les enfants peuvent se renourrir dès les premières heures après l'extubation. On n'a rien à gagner à arrêter l'alimentation chez ces enfants. Et on sait maintenant dans les études que plus on arrête l'alimentation, plus la reprise et les complications digestives peuvent être compliquées. Alors, pour la transposition des gros vaisseaux, donc je ne vais pas pouvoir faire toutes les cardiopathies congénitales, mais j'ai trouvé intéressant de reparler de la transposition des gros vaisseaux, qui nécessite bien sûr une naissance en milieu spécialisé quand le diagnostic anténatal est fait, que le cardiopédiatre est présent en salle de naissance, et qu'il ne faut absolument pas retarder la prise en charge de cette maladie avec des examens complémentaires, hormis bien sûr l'échographie, qui reste le gold standard pour le diagnostic d'une transposition des gros vaisseaux. Il faut aussi savoir que maintenant on peut faire un Rashkin. On fait un Rashkin bien sûr en angiographie, mais aussi on le fait par échographie. Et il y a une étude de 2018 qui montre qu'il n'y a absolument pas de différence entre un Rashkin fait en éco-guidance par rapport à un Rashkin qui est fait par cathétérisme cardiaque en salle de cathé. Ça, c'est une très vieille vidéo d'une prise en charge d'une transposition des gros vaisseaux dans les années 80 par Laurent Fermont qui avait démarré le diagnostic anténatal à Necker. Et donc, vous voyez bien le déroulement des choses, c'est-à-dire que l'enfant naît, il est accueilli en salle en maternité. Il est d'abord
bien examiné cliniquement, on regarde sa respiration, on regarde s'il est bleu, on regarde s'il est en détresse et surtout on confirme le diagnostic par une échographie cardiaque qui va tout de suite, bien sûr, confirmer l'inversion des deux vaisseaux et évaluer le foramen ovale perméable, savoir s'il est restrictif ou pas, savoir s'il y a une indication à un Rashkin ou pas. Et donc on voit dans cette vidéo que progressivement, voilà, là il évalue et puis finalement l'enfant est polypnéique, il est un peu en détresse et donc on décide de faire un Rashkin par voie ombilicale en salle de naissance, hein, en maternité, avec un cathétériseur et une échographie pour guider le ballon. Donc en fait ce qui était fait déjà il y a 30 ans continue à être fait exactement de la même manière, sans changement. Alors, est-ce que le Rashkin va augmenter les problèmes neurologiques plus tard? Il y a eu plein d'études, dont une qui est parue dans Circulation en 2006, qui montre que les enfants qui ont eu un Rashkin, par rapport aux enfants qui n'ont pas eu de Rashkin, ont plus de complications neurologiques. Donc, il y a eu quelques études qui ont montré ça, et puis finalement, une méta-analyse de 2012 qui prend en compte plusieurs études avec plus de 10 000 patients, montre qu'il n'y a absolument pas de différence dans les complications neurologiques entre le groupe qui a eu un Rashkin et le groupe qui n'a pas eu de Rashkin. Donc ça, c'est un peu la nouveauté dans la transposition des gros vaisseaux. L'autre nouveauté dans la transposition des gros vaisseaux, c'est qu'il y a une leucomalacie périventriculaire chez les bébés qui naissent avec une transposition des gros vaisseaux, et que cette leucomalacie, probablement, est due à une hypoxémie préopératoire et péropératoire, et une attente à un délai chirurgical qui est un peu long. Et donc maintenant on sait que les enfants qui sont opérés la première semaine de vie ont moins de complications neurologiques à long terme que les enfants qui sont opérés plus de 10 jours après la naissance. Et donc maintenant on tend à faire un switch le plus tôt possible entre J3 et J5. D'autres cardiopathies, bien sûr, congénitales, donc en dehors des cardiopathies à haut risque comme la transposition, il y a des cardiopathies qui sont ductodépendantes, comme les sténoses valvulaires aortiques critiques, où on voit ici sur l'écho que le ventricule gauche est très fatigué, qu'il y a une sténose importante, et que le ventricule gauche ne fait probablement pas le débit. Cet enfant aura besoin d'une injection de prostaglandine, puis d'un traitement assez rapide, interventionnel ici en tout cas par dilatation valvulaire aortique. Ce traitement pourrait être également par chirurgie. Dans la littérature, c'est encore beaucoup controversé, la différence entre la chirurgie ou la prise en charge percutanée de la sténose valvulaire aortique critique. De la même manière pour la coartation, hein, quand le diagnostic n'est pas fait en anténatal par exemple et que l'enfant arrive avec une coartation et une défaillance ventriculaire gauche, ça ressemble à ça. Le scanner est utilisé de manière exceptionnelle pour le diagnostic des cardiopathies congénitales néonatales et cet enfant bien sûr va avoir une dilatation ou une chirurgie rapidement. De la même manière pour tout ce qui est obstacle droit, donc c'est aussi des cardiopathies qui sont ductodépendantes, comme ici une sténose valvulaire aortique critique, pulmonaire critique, où on va avoir un flux qui est complètement rétrograde par le canal artériel. Donc ces enfants sont ductodépendants et ont besoin de prostine jusqu'à l'intervention. Et bien sûr, le traitement va être interventionnel dans la plupart des cas, avec une dilatation au ballon et un bon résultat rapide qui va nous permettre d'arrêter progressivement la prostine et de surveiller l'enfant jusqu'à sa sortie. Et puis il y a toutes les cardiopathie qui n'ont absolument pas besoin de prise en charge néonatale immédiate cardiologique. Je pense au CIV, au CAV, au CIA, au phallo-rose, pour lesquels l'équipe de cardiologie pédiatrique est bien sûr rassurante pour les parents. On voit l'enfant en consultation après la naissance, puis il rentre à la maison et on programmera plus tard, à quelques mois de vie, sa chirurgie. Donc toute cette prise en charge néonatale des cardiopathies congénitales va avoir comme seul but, actuellement, en tout cas c'est la tendance, d'améliorer le neurodéveloppement plus tard. Et donc maintenant on sait que la survie dans les cardiopathies complexes est de plus de 80%, dans les cardiopathies modérées plus de 90%, donc la survie augmente, mais les désordres de développement sont présents et sont beaucoup plus importants bien sûr dans les cardiopathies très complexes. Et ces troubles de développement sont beaucoup plus importants chez les personnes chez les bébés qui ont bien sûr des anomalies génétiques associées. Donc, est-ce que les cardiopathies congénitales ont des lésions cérébrales préexistantes, en tout cas même avant la chirurgie?
On a démontré que oui, en faisant des IRM chez les nouveau-nés, qu'il y avait une immaturité cérébrale néonatale, malgré la naissance à terme, qu'il y avait des lésions ischémiques de la substance blanche et des leucomalacies périventriculaires, et qu'il y avait également un retard de myélinisation à différentes régions cérébrales. Donc les lésions cérébrales existent déjà, même avant la chirurgie. Et on sait également que ces bébés ont un retard de maturation cérébrale. Quel type de lésions du développement existe? C'est des déficits de fonction exécutive et de l'attention, donc c'est vraiment des fonctions fines, des fonctions neurologiques assez fines. Il y a des problèmes d'attention, il y a des problèmes de comportement, il y a beaucoup plus d'hyperactivité chez les enfants avec une cardiopathie congénitale et beaucoup plus de problèmes liés à la scolarité, c'est-à-dire les dyslexies, les dysorthographies, etc. Et donc là, c'est des images des dessins que reproduisent des enfants. Ici, il y a un enfant qui reproduit cette image qui a une transposition des gros vaisseaux, mais vous voyez, l'image est totalement altérée par des enfants qui ont des cardiopathies beaucoup plus complexes, comme un hypo-VG. Vous voyez que la perception n'est pas du tout la même. Et donc, ces constatations récentes ont permis de catégoriser ces bébés et de les mettre de les stratifier, de stratifier le risque pour les désordres de développement plus tard. Donc on sait que tous les bébés qui ont des cardiopathies cyanogènes, tous les bébés qui ont eu besoin d'une CEC, d'une ECMO, tous les bébés qui ont une prématurité, des désordres génétiques associés vont être plus surveillés. Et maintenant, donc, on propose un management de suivi neurologique beaucoup plus précoce et grâce à des réseaux de soins qui se développent où on a des consultations spécialisées à 4 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, 24 et 48 mois, une fois par an jusqu'à l'âge de 7 ans, et on va accompagner les enfants et mettre en place des choses s'il y a besoin. Et donc je finis toujours par cette slide pour dire que l'amélioration de la prise en charge néonatale des cardiopathies congénitales commence dès le prénatal et finit par prévenir au mieux les désordres neurodéveloppementaux pour l'avenir. Voilà, merci beaucoup.